Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur FCR, ce canal qui, pour tellement de femmes, est important et qui nous permet de prendre connaissance de tout ce qui peut arriver dans la vie à une personne temporairement seule ou même à des familles. Donc, je m'adresse toujours à ces femmes. Ça peut être l'ingénieur du cabinet, ça peut être notre voisine, ça peut être notre tante, ça peut être la voisine, la coiffeuse du quartier, ça peut être aussi notre collègue à l'école, ça peut être n'importe quelle femme dans le monde. Et vraiment, nous sommes un canal d'éducation. C'est la deuxième émission de l'année 2024 et il me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à écouter, vous êtes toujours aussi intéressés par les sujets. Bienvenue encore à tout le monde et merci encore à tous d'être présents. Aujourd'hui, l'émission ne va pas se passer avec moi tout seul parce que peut-être vous ennuyez de m'entendre que moi. Cette fois-ci, nous avons une personne qui va nous accompagner et c'est pas n'importe qui, c'est une docteure et elle travaille avec une ONG qui vaut la peine de découvrir. Donc, sans plus tarder, je vais l'annoncer et elle va se présenter. Et bonjour madame, comment ça va aujourd'hui, docteur? Bonjour, je vais très bien, merci. Bonne année à toi. Bonne année bonne aussi. Année à toute ton équipe. Vraiment, merci. Beaucoup de santé. Amen, amen. Je promets pour toi et ton équipe. Et puis, merci pour ce que tu fais pour la communauté. Ça fait vraiment, c'est du fond du cœur. C'est avec plaisir que je me joins aussi à ta voix pour que toute la population des femmes, des mères, des voisins, des voisines ait un contexte bien précis. Oui, bien précis. Une information utile. Absolument. Pour pouvoir mieux se préparer et pouvoir mieux s'outiller aux différentes situations. Exactement. Et c'est ça qu'on recherche vraiment, parce que on est là vraiment pour aider les personnes encore temporairement seules. Et même quand on n'est pas seul, parce que de toutes les façons, la solitude, ça dépend de chaque phase de la vie. Mais vraiment, moi, votre organisme, en fait, m'a fasciné dès la première fois que j'ai juste entendu parler. Donc, docteur, je vais vous présenter, il s'agit quand même du docteur Marie-France Aboké qui travaille avec AFIA pour tous. Alors, docteur, moi, je vais vous appeler docteur tout le temps, mais rapidement, je sais que vous n'aimez pas, vous dites non, il faut laisser, mais bon, on laisse pas. Parce que il faut que les gens sachent avec qui on parle. C'est très, très important aussi. Docteur, moi, je suis curieuse de savoir, AFIA pour tous, c'est quoi? Merci. Vraiment, ça me fait un honneur et un grand plaisir de présenter, de parler de mon groupe et de le présenter surtout à tous les Canadiens particulièrement. À tous ceux qui sont issus de l'immigration, les immigrants francophones noirs. C'est en même temps une fierté. Je suis médecin, je le veux, je réclame le titre, même si au Canada, que je suis depuis 7 ans, il faut repasser des examens. Pour tellement d'examens, beaucoup de conditions. Donc, vraiment, quand tu m'appelles médecin, c'est avec fierté, c'est ce que je suis. Que je sois en Afrique, que je sois en Amérique, au Canada, en France, je suis toujours médecin. Toujours. Donc, je suis docteur en médecine. Merci de nous le notifier. AFIA, c'est quoi? Bon, oui. Pour moi-même, mon nom, je me nomme Aboké Marie-Florence, l'épouse Esso. Médecin de formation. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et j'ai travaillé 10 ans en tant que médecin généraliste dans mon pays, dans différentes structures. J'ai été un médecin urgentiste à l'hôpital de Marcory, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire. Bon, je connais Marcory, je connais pas tous les détails, mais je connais Marcory, c'est une grande commune quand même. Oui, c'est une grande commune de la ville d'Abidjan. Après ça, j'ai été médecin à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, la seule institut polytechnique de la sous-région, à Yamoussoukro, pendant 7 ans. Et puis après, je suis allée, bon, ça c'est dans le cadre des médecins, il y a des médecins qu'on appelle les médecins du programme de santé scolaire universitaire, parce que l'Institut national polytechnique fait partie de l'enseignement supérieur et on forme là tous les ingénieurs, les agronomes, les administrateurs de la région. Donc, on a affaire aux étudiants. Après ça, j'ai travaillé pendant 2 ans à la formation sanitaire urbaine de Kakouedo Village. Ça a été mon dernier poste avant d'immigrer en fin 2016 au Canada. D'accord. Donc, voici mon parcours et voici mon nom.
Maintenant, je suis au Canada depuis 7 ans maintenant. Okay. Depuis fin octobre 2016. J'ai fait pas mal de villes ici. Moi, je suis venue directement. Je suis pas passée par le Québec parce que, bon, dans mon processus d'immigration, j'envisageais, je me dis, bon, mon pays a été colonie française, j'ai appris le français. J'ai fait toutes les études en français, j'ai fait aussi l'anglais parce que chez nous, pour faire les études universitaires, il faut avoir au moins le bac. Et là, exactement. On fait l'anglais même si on ne le parle pas. Et si je choisis de venir en immigration, parce qu'il faut que je le dise, moi j'ai choisi avec mon époux de faire une immigration choisie. C'est pas qu'il y avait le feu derrière moi, il y avait la guerre ou qu'on m'avait chassé. Okay. On a réfléchi et puis pour des situations personnelles à nous, on a décidé d'immigrer et ne pas venir dans n'importe quel pays. On a choisi le Canada parce que le besoin était réel et puis bon, nos aspirations. Donc c'est aussi un choix qu'on a fait d'atterrir directement dans une province anglophone. Parfait. Parce que comme je le dis, je viens au Canada, le Canada est bilingue, j'ai tout fait en français. Pourquoi pas ne pas avoir une autre voilà. Je suis d'accord avec ça. Et je voulais avoir vraiment mon anglais et puis bon, avoir des manières de faire des anglophones que je trouve encore plus, plus ouvertes. Et plus évoluées des fois. Voilà. J'appuie le docteur. Dans la province de l'Ontario. Okay. Et dans cette province, on a fait 2 ans à Mississauga, du côté de Toronto. Après, on est allé dans le nord carrément de la province, à Sudbury. On a fait 3 ans pour des études. Et puis, depuis fin 2021, on est à Ottawa à cause de l'emploi de mon mari. D'accord. Donc, ça, c'est brièvement présenté au docteur. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te fais un peu la genèse. La genèse. Parce que quand j'ai eu l'idée, parce qu'on vient en immigration et puis on pense qu'est-ce qu'on a fait. C'est vrai que quand je venais, je savais que dans les lois du Canada, tu es médecin chez toi, tu ne viens pas être médecin là. Exact. À moins que tu fasses des études aux États-Unis, là, c'est accepté. Ici, il faut recommencer tout. Non seulement il faut déposer, tu t'inscris à l'ordre, au conseil de l'ordre des médecins, on est tous inscrits, tu déposes tes dossiers, tu refais des évaluations. Exact. Et quand tu te donnes OK de tout ça, tu dois passer 3 examens. Je trouve que c'est vraiment un labyrinthe, c'est long. Ça ne nous décourage pas pour nous qui avons fait la médecine clinique parce que bon, le médecin, il a beaucoup de facettes. Ceux qui ont fait la santé publique, qui travaillent en santé publique, venus au Canada, il y a tellement d'ouvertures. Okay. Ils n'ont pas trop de mal à pouvoir rebondir sur leurs pieds. Mais ceux qui étaient médecins cliniciens, quand je parle de médecins cliniciens, c'est-à-dire ceux qui étaient auprès des malades, les pédiatres, les gynécologues, les généralistes comme nous autres, nous on aime les malades. On est au lit du malade. Quand on est mis comme dans un pays et puis on dit qu'on ne peut pas exercer ce qu'on a toujours fait parce que la profession médicale, ce n'est pas qu'un métier. Oui, absolument. C'est une vocation. C'est une vocation totale. C'est une vocation. Comme on parle des enseignants, c'est une vocation. Il faut l'avoir dans la peau. Il faut l'avoir dans la peau. On est là au Canada et puis certains nous retoquent, certains même de nos collaborateurs, bien de nos ressortissants, mais vous pouvez faire autre chose. Pourquoi vous ne changez pas? Vous êtes là, vous voulez faire que médecine. Oui, je veux faire que médecine parce que c'est ce que je sais faire. C'est ancré en moi et c'est toujours en moi. Mais c'est comme en fait c'est-à-dire c'est votre profession destinée. Des fois, c'est vraiment la vocation, comme vous dites. On ne peut pas faire autre chose nécessairement. On ne peut pas faire autre chose. C'est vrai que je n'exerce pas ici au Canada en tant que médecin. En tant que médecin clinicien qui prescrit, mais je fais autre chose autour de la médecine. Et voilà pourquoi je vais vous parler d'AFIA. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça qui m'a captivée. Et puis vraiment, AFIA pour tous, vraiment, c'est l'occasion à tout le monde. Je sais, tout le monde vraiment veut comprendre comment le docteur rebondit et ce qu'elle fait de ce qu'elle sait faire. Vous allez le découvrir. Donc, je vous laisse parler, madame. Donc, AFIA pour tous, son histoire, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. Il est subventionné par la Fondation Trillium de l'Ontario, la FTO, à travers son programme Fonds Perspective Jeunesse. Parfait. C'est un groupe constitué de une douzaine de membres d'origine africaine résidant au Canada. Parfait. Et la plupart des membres sont des professionnels de la santé dans leur pays d'origine. Voilà notre particularité. Wow. Et pour la petite histoire, bon, on parle. C'est vrai, nous tous ici, on est venus, on a fait des études. Moi, j'avais commencé l'enseignement. Après, bon, mes parents me disent, parce que chez moi, il y a beaucoup d'enseignants. Je suis la 11e de la famille, la dernière. Et mes sœurs m'ont dit, tu n'as pas venu au Canada et puis toi, notre seul médecin, devenir enseignant. Parce que j'ai des sœurs qui sont professeurs à l'université et tout ça. Donc, j'ai dit, bon,
Même si l'enseignement donne l'argent, ça ne me manque pas. Je ne dois pas devenir enseignante d'après mes proches. Aussi, il y avait le programme d'échographie qui m'avait intéressé, échographie diagnostique, qui m'intéresse toujours. J'ai commencé à faire, mais on sait très bien que ici, tout ce qui est formation de santé, quand on est professionnel de la santé, on y va, c'est vraiment une lutte. C'est vrai. Beaucoup de lutte. Une grande lutte. Et bon, avec la constitution de ma famille, je suis venue avec 2 enfants. J'ai reçu un du Canada, dont 3, des enfants vraiment à bas âge. Vous imaginez que dans mon contexte, c'est pas facile d'aller à fond dans les études. Et puis, je suis pas jeune. Je vous ai dit mon parcours. J'ai travaillé 10 ans avant d'immigrer. Ouais. C'est pas vraiment facile de retomber sur ses pieds et puis d'aller aux études. Bon, on faisait les études, nous, on n'avait pas d'enfants, mais dans un contexte du Canada où tu n'as personne, il faut privilégier les choses. Ouais, l'immigration, c'est pas la même chose. Ouais. Voilà, l'immigration, c'est pas la même chose. Quand je réfléchissais, j'ai dit, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. La médecine, quand on soigne les gens, les médecins et autres, dans ce qu'on a à faire comme outil ou bien comme impact dans la société, ouais. On peut faire la prévention et puis on peut faire la guérison, ce qu'on appelle le curatif. Et généralement, un bon médecin, un vrai bon médecin, doit faire 80 à 90% de prévention, c'est-à-dire faire la promotion de la santé. Exact. Et puis, dans 10 à 20%, faire le curatif, c'est-à-dire soigner le malade quand il est malade. Si tu as fait une bonne promotion de la santé, c'est-à-dire tu as donné des conseils, parce que la médecine, ce n'est pas que piquer les gens, opérer les gens, ni donner ni prescrire des comprimés. Ce n'est pas que je lui prescris des comprimés chimiques et puis bon, qui vont entraîner plein d'effets secondaires, c'est pas moi qui vais vous le dire. Mais si tu as fait une bonne, on dit souvent, les médecins disent souvent que la santé est dans l'assiette. C'est ce que tu manges là, c'est ce qui te donne la santé. Ce que tu manges, c'est ce qui peut te tuer. Donc, une bonne promotion de la santé, une bonne sensibilisation sur le mode de vie des individus améliore plus leur qualité de vie, leur santé, que de leur donner des médicaments. Donc, comme je dis, tous les médecins, dans tout ce qu'ils vont poser comme acte, même si on doit te donner des médicaments, on doit te traiter, on va te donner des conseils. Ouais. On va te faire une volet promotion et sensibilisation. Oui. Et cette promotion et puis cette sensibilisation-là, elle est ancrée dans tout le corps médical, dans tous les services de santé. Normalement. Une infirmière comme ça, normalement et partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, c'est toujours comme ça. Avant de t'opérer, le médecin va te donner des conseils. Voici ce que tu as. Voici ce qui fait cette maladie, va t'expliquer le contexte de la maladie. Voici ce qu'on peut proposer comme traitement. Ouais. Dans ce qu'on va proposer comme traitement, voici l'éducation qu'on va te faire. Tu as désormais, par exemple, quand tu es hypertendu, désormais, tu dois faire attention à ce que tu manges, ceci à ton poids, tu dois faire l'éducation physique et tout ça. Ça, c'est une prescription médicale, mais c'est pas forcément des médicaments. Donc, tu es d'accord avec moi que dans 80 à 90%, le personnel médical, les médecins, nous faisons de la promotion de la santé, c'est-à-dire de la prévention. Maintenant, quand le sujet est malade, la personne est malade, on a aussi le traitement qu'on peut lui donner. Et ça, c'est que 10 à 15%. Donc, quand je me remémore tout ça, je dis, mais ici, c'est vrai, on n'a pas encore la licence de pouvoir, la plupart des médecins, beaucoup sont sur la voie d'avoir leur licence, de pouvoir exercer selon les critères du Canada. Je dis bien les critères du Canada, qui sont très difficiles, mais qui ne sont pas insurmontables. Mais on a toute notre valeur, faire l'éducation là, on ne peut pas nous l'enlever. Absolument. Et l'éducation, c'est quoi? Sensibiliser les gens à leur environnement. C'est le même environnement, sensibiliser les gens aux pathologies qui sont là, sensibiliser les gens à ce qu'on peut offrir. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. J'ai dit, mais waouh, je fais ça. Comment on va le faire? Et quand j'ai commencé à avoir cette idée, j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes amis. Moi, je suis toujours connectée. Je suis toujours connectée à ma promotion des médecins du pays. On est toujours sur des groupes de WhatsApp. Je suis connectée ici aussi à des aînés qui étaient là avant moi, à ceux que je suis venue trouver. Donc, autour de moi. C'est important parce que même quand on immigre, il ne faut pas oublier d'où on vient. Hein. Voilà, j'ai fait des études dans les collèges et universités de la place et tout ça autour de la profession médicale. J'ai rencontré des médecins. Je suis beaucoup autour des médecins. Et donc, j'ai commencé à partager cette idée. Je leur ai dit, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut être intéressant de faire ci, de faire ça, de faire ça?
Et j'ai eu beaucoup qui étaient en faveur de mon idée, mais comment le faire? J'ai dit, il suffit qu'on ait l'idée, on va voir comment le faire. Et comme je dis, moi, je suis connectée. J'aime aller écouter les webinaires. On est dans un nouveau pays qui est rempli d'informations. Et si j'aime le dire, la clé de l'immigration réussie au Canada, c'est l'information. Ouais. Si tu as la bonne information, tu vas vite. C'est pas l'information que ton voisin te donne en cachant, mais c'est l'information officielle que tu trouves sur les sites internet. Ouais. Vraiment, excuse-moi, mais je vais profiter de ta plateforme pour dire à nos frères, à nos compatriotes, à tous les Africains qui sont là, tous les immigrants, de ne pas hésiter à aller vers la source des informations qu'on peut trouver sur le net. Tu as besoin de chercher quoi que ce soit sur le net. Oui. Qu'on peut trouver aussi avec des organismes, qu'on peut trouver aussi avec des centres de nouveaux venus, avec tout ce qui nous entoure. Parce que, non, excuse-moi de m'atteler un peu dessus. Non, il faut bien le dire, parce que là, nous, on est suivi partout dans le monde. Partout où il y a l'immigration, il faut vraiment aller à la source de l'information. Toi-même, comment tu as fait? Et puis le voisin, mais tu sais, mes parents qui est venu là, c'est pas que tu peux faire là au Canada, c'est vrai que tu peux pas. C'est son opinion qui te donne, c'est pas la vérité. C'est ça. Il ne va pas aussi de fois, mais certains savent la vérité, mais ils préfèrent te perdre parce que eux aussi. Parce que ça a les avantages. Voilà, avant de trouver l'information juste et puis ne veulent pas partager. Or, si tu décides de faire une immigration, tu viens dans des pays développés, dans des pays comme le Canada, même en Afrique, tu as toutes les informations sur Internet. Oui. L'Internet, Google, te donne tout. L'immigration au Canada, tu tapes. Des fois, ça donne des mots de tête à lire. Mais il faut lire. Ça donne des mots de tête à lire, mais il faut le lire. Et relire. Ça donne pas des mots de tête. En fait, ça donne du travail à faire. Tout ce que tu veux réussir, il faut t'y mettre dans l'étude. Il faut travailler, aller creuser. Bon, c'était l'idée. Et donc, comme j'ai commencé à avoir l'idée que, bon, je suivais dans mon intégration au Canada, je suivais certains organismes que je connaissais sur des problèmes culturels et tout ça. Avec l'information, je suivais un webinaire avec l'organisme, la passerelle IDE. J'aimais bien suivre parce que moi aussi, la fondatrice, Léonie Tchacha, c'est devenu comme une amie. Deux fois aussi, elle m'invite à aller donner à cette famille-là des thèmes sur la santé. Donc, je la suivais beaucoup. Et à un des ateliers de comprendre la compétence culturelle qui est animée par une de ses intervenantes aussi que j'apprécie beaucoup. Je passe pour lui faire un petit coucou. Madame Maryse. Ok. Elle est juriste. On va lui partager l'information. Oui, c'est elle qui s'occupe d'outiller les nouveaux venus sur la compétence culturelle qu'il faut avoir au Canada. Et quand elle parlait, un sujet qui n'avait rien à voir avec nous, et puis elle a commencé, quand je suivais ça, elle a commencé à dire, mais ils ont lutté, ils ont bataillé pour que les immigrants noirs puissent avoir des subventions et puis entreprendre. Oui. Ils ont fait combien d'années de bataille? Ils ont pu obtenir du gouvernement la subvention pour les Noirs. Mais quelle n'a pas été un peu leur déception les premières années qu'on ouvrait ça? Ils ont dû faire des campagnes dans les associations, dans les groupes, tout ça, pour que les Noirs puissent venir entreprendre. Et puis qu'ils allaient être accompagnés. Mais les gens venaient à peine. Ils ont dû argumenter pour dire que c'est nouveau pour les Africains, tout ça. L'État a toujours mis cette subvention-là, mais chaque fois, ils ont besoin de dire. Par exemple, puis elle a donné un exemple qui m'avait touché, je te racontais, qui m'avait touché quand il disait, mais je suis médecin, je suis africain, je suis juriste, juriste de formation, je suis juriste, je n'ai pas de même Canada. Je vais faire de longues études, je vais toujours être juriste ici. Alors qu'il y a du business, le Canada est un pays d'opportunité, on peut faire autre chose. Oui, bien sûr. Je suis médecin chez moi, je viens au Canada, c'est médecine là forcément. Je vais rester là à faire des études. Et quand on voit dans les universités et collèges du Canada, la plupart de ceux qui vont aux études, ce sont des Africains. Oui, toujours. Dans tous les domaines d'ailleurs. Dans tous les domaines d'ailleurs. Oui. Et prendre simplement l'exemple des Asiatiques. Les Asiatiques, ils arrivent, ils n'ont ni la langue, ils n'ont ni une des langues officielles, ils n'ont pas le français, ils n'ont pas l'anglais. Mais quand ils viennent, ils ont dans leur tête leur projet, leurs entreprises. Leur projet, ils font en entrepreneuriat. En 2 ans, 3 ans, tu les vois, ils s'excellent, ils font entrepreneuriat, ils se font accompagner et puis après ils sont à leur propre compte. Directement. Nous, en 2 ans, 3 ans, on a tous les masters, les PhD et puis on est là en train de chercher du travail. Oui, on prend 10 ans. Des fois, ça peut prendre 10 ans en Africain pour se retrouver. Oui. Ouais.
je te dis, qu'elle nous invite à ouvrir les yeux. On est un pays d'opportunités. Les projets, là, les subventions sont là. Et puis elle a parlé. J'ai été touchée. Quand je lui ai posé des questions, elle a dit, mais quelles sont ces subventions et est-ce qu'on peut avoir? Donc elle a répondu le jour à toutes mes préoccupations. Elle a dit, mais avec le programme de la passerelle, on va te parler de la fondation Trillium. La fondation Trillium en Ontario, c'est une des fondations gouvernementales qui donne des subventions à tous, aux immigrants, aux autochtones, aux blancs eux-mêmes. Donc vous l'avez dit Trillium, hein? 3 par an. Oui, la fondation Trillium de l'Ontario, c'est elle qui nous subventionne. Okay. On l'appelle FTO, Fondation Trillium de l'Ontario. Je le dis fort, oui, fort, parce que pour appliquer avec cette fondation, c'est facile. D'accord. Je me porte garant sur votre plateau à accompagner tous les immigrants noirs qui veulent entreprendre. Ah. Donc, vous avez suivi le docteur. Si vous êtes au Canada, vous voulez entreprendre, prenez contact avec nous. On va vous donner le contact du docteur. Elle est très, très gentil et génial. Elle va vous accompagner. C'est des informations qui existent. C'est pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je suis allée vers ces informations et puis j'ai réussi. Je suis passée par là. J'ai invité mon groupe. Je me suis inscrite, je me suis fait accompagner et puis j'ai suivi le processus et puis j'ai été financée. Okay. On a été financé depuis 2021 pour 3 ans. Wow. Et eux, ils offrent des financements pour des projets, comme ils appellent ça, des idées de projets. Donc, on est comme en expérimentation. Okay. Ils font des expérimentations avec des idées de projets de 3 ou bien de 4 ans. Et puis, ils vous accompagnent. Vous avez des chefs de projet. Vous avez tout l'accompagnement des mentors. Quand l'État vous finance, là, dans le processus, il vous invite à avoir un mentorat. Parce qu'au Canada, c'est comme ça. Les grandes firmes, les grandes sociétés, tout ça, ça a commencé par une idée. Absolument. Donc, l'État nous accompagne pour 3 ans. Tout ce qu'on a comme budget de fonctionnement, ça vient de l'État. Ce qui fait que nous offrons des ateliers gratuits. Okay. Nous ne payons rien. Okay. Nous avons fait un plan budgétaire qui a été validé et puis on donne des ateliers, on peut se déplacer, on fait des fêtes, on a tout un programme. Et la fondation est là, elle continue de soutenir et de subventionner les droits. Il suffit que vous soyez 3 immigrants noirs, vous vous mettez ensemble pour une idée, ils vous soutiennent. Non, on n'est plus d'une dizaine. Wow, bravo. Donc, bref, voilà. Mais je profite pour poser une question, docteur. Excusez-moi, est-ce que vous êtes uniquement actuellement que des médecins dans AFIA pour tous? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je dis qu'on était une douzaine de membres. Dans cette douzaine de membres, on a 8 médecins. Non, on a 9 médecins. On a des infirmières. Et puis, on a du personnel du service social qui était sociologue ou bien qui faisait comme ici ils appellent l'aide sociale. D'accord, comme les services sociaux. Là. Ok. Les services sociaux avec nous. On a même un contact avec des formations. En fait, l'idée, il suffit que l'idée prenne. Quand on a partagé l'idée que les gens, vraiment ceux qui ont été attentifs, j'ai partagé l'idée avec des proches, avec des gens avec qui j'ai tourné un peu au Canada, ici dans toutes les villes. Et puis on dit, mais ça c'est bien. Et donc, volontairement, il y a eu d'autres qui ont voulu nous accompagner. Et tout ça, certains ont dit, ah, mais docteur, c'est une très bonne idée, on va t'accompagner dans la rédaction et tout ça, mais peut-être on ne sera pas actif parce qu'ils ont d'autres choses. Mais on est resté, comme je dis, les 10 là, hein, on est resté là. Et le projet, on le faisait, c'est un projet expérimental. Mais la Fondation Trillium qui nous suivait dans le déroulement, on dit, mais docteur, c'est vraiment un très beau projet, tout ça, vraiment, on te voit, ton groupe, vous êtes très dynamique, mais est-ce qu'on ne peut pas faire dans une vie? J'ai dit non. Je ne peux pas le faire dans une vie. Parce que dans les différentes villes que je suis passée, avec mon histoire personnelle au Canada, ces villes-là ont besoin de comprendre le système de santé de l'Ontario. Pour ne pas dire le système de santé du Canada en général. Exactement. Exactement. Notre futur, on veut l'étendre dans toutes les autres provinces parce que c'est pratiquement similaire. Et c'est là où vraiment AFIA, c'est là où AFIA, moi, m'a touché, moi aussi. Ça donne ces activités pour le moment dans 4 villes de la province de l'Ontario. On la donne à Ottawa, on la donne à Sudbury, on la donne à Toronto et à Hamilton. Le siège se trouve là où se trouve la présidente, la fondatrice et moi. Je suis à Ottawa, le siège est à Ottawa. On fait des activités dans les 4 villes. Comment on a organisé? Moi, je suis la coordinatrice du projet et puis je travaille avec 4 sous-coordinateurs. Dans les différentes villes, il y a des sous-coordinateurs qui sont comme les représentants de la coordinatrice locale.
Et on est un peu deux. Il y en a 2 à Toronto, 2 à Sudbury, 2 à Hamilton, 2 à Ottawa. Ah, parfait. Donc, on travaille de façon coordonnée, là. Et puis, on en a aussi, on a des membres même qui sont à Montréal, mais ils font partie, qui sont médecins. Donc, ça veut dire que AFIA est en train de grandir. Donc, une chose est certaine, vous êtes basé à Ottawa, mais vous voulez aller à tous les niveaux quand même du Canada. À tous les niveaux. Et puis, en fait, le problème, c'est que à cause de la Covid, normalement, nos ateliers devaient se donner en présentiel dans les différentes villes. Mais à cause de la Covid, qui avait déjà bousculé beaucoup de choses, donc on a dû réorganiser. On fait les ateliers en virtuel. Parfait. Donc, en ligne, ça fait que, même à date, depuis qu'on a commencé réellement, on a des familles qui sont connectées de Montréal, de partout, en fait. Parfait. Justement, on va arriver à cette partie-là justement de l'organe. Je vais vous demander 1 minute et je vous reviens. Il faut en fait que les auditeurs ou auditrices aussi sachent ce que vous les apportez, ce qu'ils peuvent venir trouver avec vous. Parce que je pense à une richesse incommensurable ce que vous avez apporté. Et je vais pas c'est pas pour vous interrompre, mais honnêtement, il manquait vraiment cette partie. Parce que on est ici, on travaille, on se débat et on oublie sa santé. Ça, c'est la réalité des personnes immigrantes. Quel que soit dans le monde, il y a des femmes, je vous dis, qui travaillent de 7h à 20h tous les jours jusqu'au samedi. Elles n'ont qu'une journée de repos. Et des fois, ça peut être grave et dommageable pour la santé. Donc, c'est important, docteur, qu'on sache qu'est-ce que vous apportez à la communauté, à quoi ils peuvent s'attendre avec AFIA pour tous. Merci. Vraiment, comme je le disais tantôt, AFIA veut dire santé en langue swahili. Ah, d'accord. On a choisi ce mot AFIA parce que, comme je te dis, on est une dizaine de membres. La plupart viennent de l'Afrique. Il y a des médecins de Côte d'Ivoire, du Burundi, du Congo, du Tchad, et puis on est un peu diversifié dans l'Afrique. Et donc, quand on devait donner un nom au groupe, on dit, bon, nous, on veut parler de la santé. On va chercher le nom de la santé. Chacun essaie de chercher dans son dialecte, dans les trucs, et puis finalement, la langue swahili, on sait, au niveau de l'Afrique centrale, où beaucoup de membres de l'Afrique centrale ont immigré plutôt ici au Canada à cause des situations de conflit et autres, qui parlent cette langue. On a dit, bon, on ira chercher, on est allé chercher. La santé, ça veut dire AFIA dans la langue swahili. Et donc, on a donné ça AFIA pour tous, pour vous dire que nous voulons la santé pour tous les immigrants francophones noirs africains. Donc, l'objectif de notre groupe, c'est de rendre accessible le système de santé de l'Ontario aux immigrants francophones en général et aux Africains en particulier, pour qu'ils puissent le comprendre et aisément l'y naviguer. Vraiment, vraiment. Le comprendre, vous voyez, c'est pas aussi aisé. On va dire qu'au Canada, toutes les informations sont en ligne. Effectivement, si vous tapez dans vos zones, quelle que soit votre province, système de santé du Canada, de telle province, parce que la santé, le ministère de la Santé est provincial. Chaque province gère son ministère de la Santé. Moi, je suis en Ontario. Si je tape ministère de la Santé de l'Ontario, je vais avoir des informations. Dans ces informations-là, la plupart, pour ceux qui sont dans les provinces anglophones comme nous, ça y est en anglais. Et même le peu de français qui s'y trouve, il faut rentrer dans les lignes pour pouvoir comprendre. D'accord. Donc, vous voyez que déjà la barrière linguistique fait que c'est pas évident de comprendre le système de santé au Canada. Si tu tapes le ministère de la Santé du Québec, tu vas avoir les informations en français. Mais il y a tellement d'informations et puis il y a des détails d'informations que je crois pas qu'un immigrant qui arrive avec sa famille, s'il n'est pas malade ou bien s'il n'est pas venu parce qu'il a un enfant qui a un besoin de santé, sa première préoccupation soit ça. Généralement, quand nous venons en immigration, si tu es au Canada, notre première préoccupation, c'est de faire des dollars. Comment je vais faire pour décrocher un travail? Comment je vais faire pour me loger? Donc, quand on va dans les centres de Newcomer, on apprend facilement ça. On va dans les YMC, comment on fait CV, comment on fait, comment on fait. Mes enfants doivent fréquenter, comment on fait pour l'école, les systèmes scolaires, moi-même. Et puis, quand on a fini de faire tout ça, là, et puis on est assis. Et puis, si on a eu travail, là, on est investi parce que ici, là, le travail est 8 heures, c'est de 8 heures. Ah oui, c'est 8 heures. Comme tu l'as si bien dit. Sans compter le transport. Comme tu l'as si
très bien dit, on néglige notre santé, on est venu d'un pays développé avec beaucoup de pression, on n'a pas de père, de famille ici, on est seul, avec une grande famille, on court à gauche, à droite. Et quel n'a pas été aussi dramatique de voir certains de nos compatriotes qui sont venus aussi pour se chercher, comme on le dit, et puis qui se sont vus bloqués par une santé qui s'est détériorée rapidement. Et des fois même, il y a eu la mort. Oui, on a appris ça et là, celui-là, il était allé travailler. Et puis, à l'arrêt, tout il est tombé, il est mort. Oui, comme des étudiants. Il y avait... Voilà, il était estimé, il y avait des choses en facteur. Oui, il y a des étudiants au doctorat pas mal qui trépassent. Plein. Et dans la communauté immigrante, les problèmes de santé sont légion. Pourquoi? Parce qu'on est une population vulnérable. On vient d'un contexte inconnu, on ne comprend pas les choses. Donc, pour nous, en tant que médecins, comme je te disais tantôt, les médecins, les professionnels de la santé font de la prévention, de la sensibilisation. Et c'est peut-être 10 à 20% qui font le curatif. D'accord. Qui va mieux que nous donner à nos compatriotes, à nos immigrants qui sont là, les informations sur le système de santé? Voilà une de nos préoccupations. On comprend le système de santé, d'où on vient, parce qu'on a travaillé dans nos ministères de la santé, et comment la santé se passe, c'est différent. Donc, ça aussi, ça nous a été à cœur et puis on a porté la réflexion. On dit, non, on pourra mieux comprendre. Ça nous a pris du temps, mais il fallait ce temps-là parce qu'on avait besoin que notre communauté soit sortie de cette ignorance vis-à-vis des systèmes de santé. Je souhaite que parmi nous, les compatriotes qui sont juristes et autres, parce qu'ici au Canada, il y a des secteurs, il y a des systèmes. Si ceux qui pratiquent le système ne nous font pas comprendre, vous perdez. Donc, s'il y a des juristes, moi aussi je lance un appel, s'il y a des juristes, des hommes de droit venant de nos communautés, s'ils peuvent se mettre ensemble pour pouvoir nous rendre fluide l'accessibilité au système juridique, ça va véritablement aider vraiment tous les immigrants qui arrivent. Et nous, donc, on s'est assis et puis on a pensé. On est allé sur le site. Et on a vu la thématique. Ça nous a pris du temps, mais ça nous a permis de creuser et puis de voir. Et on a sorti pour le système de santé 12 ateliers qui sont comme incontournables pour outiller, informer et éclairer les immigrants qui arrivent. Non, donc il faut répéter la phrase. Pour outiller, éclairer. Pour outiller, éclairer et puis faire comprendre à nos compatriotes, nos immigrants francophones, de façon simple, je vous dis, de façon simple et aisée, pour qu'ils n'aient pas peur du système de santé du Canada, particulièrement de l'Ontario, et puis qu'ils puissent facilement y naviguer, être, je peux dire, tranquille sur ce point. Merci. Parce que si tu ne comprends pas, si tu n'as pas d'informations, tu te perds comme si tu n'es pas outillé à comment chercher du travail. Tu peux passer 10 ans et puis ton problème ne sera pas dans 10 ans. Mais comme nous travaillons sur un secteur sensible qu'est la santé, si tu n'as pas la santé, comment tu vas te aller chercher les dollars? Tu peux si tu as une dépression, comme tu on sais dit, pas comment tu te trouves. La santé avant tout, hein? La santé avant tout, comme on le dit chez nous, et on doit préserver notre santé. On est là, on est en train de parler parce qu'on est en santé. Mais si on n'est pas en santé, si on est dans un environnement qui nous tue, vous voyez que c'est ridicule de dire qu'on est en train de chercher des dollars. Donc, mais oui, la santé avant tout. Donc, la qualité de vie qu'on est venu chercher, c'est pas une qualité de vie financière, c'est une qualité de vie à tout niveau. Voilà pourquoi, vraiment, nous exhortons tous les immigrants francophones, noirs, africains, à se saisir de ce groupe qui est fait, je peux dire, qui est issu d'eux, parce que nous aussi, nous sommes immigrants. Nous sommes vous avez une histoire qu'on comprenait exactement. Nous comprenons mieux. Et puis nous avons pris sur nous vraiment de faire un travail de fond, vraiment très professionnel, de sortir dans le système de santé du Canada des ateliers pertinents, les uns comme les autres, pour que tous les immigrants francophones aient de l'information au niveau de la santé juste, de la vraie information qui leur permet de vivre longtemps ici et puis que leurs entreprises et leurs business marchent. Donc, tous les immigrants francophones sont les bienvenus à Afia pour tous. Donc, nous offrons... Mais vous n'êtes pas fermé quand même aux anglophones aussi. Hein. Si un anglophone vient vous voir, vous êtes même si vous êtes anglophone, on peut vous traduire. Là, on a eu à traduire, même il y a des liens comme ça, des informations qui sont en anglais qu'on a eu à traduire. En fait, on est un peu bilingue, mais bon, là, c'est les francophones. Oui.
on se débrouille en anglais, donc il n'y a pas de problème. Parmi nous, il y a beaucoup qui sont bien bilingues. Mais bon, l'accès est sur la langue. Parce que tu sais, quand on va à l'hôpital, on veut être servi par des professionnels qui parlent notre langue. On va à l'hôpital et puis c'est Google Translate qu'on est obligé de mettre et puis le médecin ne sait pas comment expliquer. Donc toi, médecin, pas comment tu as décrit ta maladie. Voilà pourquoi la pertinence de ce qu'on veut que le système, l'information soit donnée en français aussi nous tienne à cœur. Parce que les barrières linguistiques créent énormément de problèmes. Je vais à l'hôpital, je parle, le médecin ne sait même pas de quoi je parle. Je me débrouille dans mon anglais pour expliquer. Lui aussi se débrouille dans son anglais pour expliquer. Vous pensez que quelqu'un va me prescrire un médicament là? Je vais aller, je vais prendre. Mais en fait, fois, c'est le contraire. Il a compris le contraire de ce que je vais lui dire. Donc, vous voyez que la langue est importante. Et puis, nous, étant donné que le Canada est parfaitement bilingue, il y a deux langues qui sont officielles. Même quand bien même que je sois dans une province anglophone voulue par moi-même, je me sens révoltée de savoir que je dois avoir le service dans la langue que je préfère et que je ne l'ai pas. Donc, ça aussi, si plus on en parle et que les francophones professionnels de la santé sont autour, ils en parlent, ils vont tenir compte pour vous donner des services en français dans les hôpitaux parce qu'ils ont une obligation. Ce n'est pas qu'à la capitale, à Ottawa. Normalement, tous les systèmes de santé dans n'importe quelle province, étant donné que le Canada est bilingue, il y a deux langues officielles, on doit avoir les services dans les deux langues. Ça aussi, c'est nous qui devons lutter pour avoir. C'est pas en restant dans nos maisons. Absolument. Donc, nous donnons ces 12 ateliers, on a 12 thèmes, et je vais peut-être vous les lire ces thèmes. Oui, les ateliers sont donnés dans les 4 villes. Les ateliers se déroulent en même temps à Ottawa, à Hamilton, Toronto, parce que bon, non seulement on est nombreux, et puis on est organisé. Et puis, on s'est présenté les ateliers, c'est nous-mêmes qui faisons nos ateliers. Quand même, on est des médecins, c'est le minimum qu'on puisse faire. C'est le minimum, oui, absolument. On est accompagné, comme je disais tantôt, je fais cette interview, il faut que je mentionne, pour que aussi vous ayez toutes les informations, on est payé par le gouvernement au travers de la Fondation Trillium de l'Ontario. Et comme je dis, n'importe quelle idée de projet que vous avez ici, que vous ayez 3 immigrants noirs, vous avez votre idée de projet, vous partez vers la Fondation Trillium. Si vous écrivez jusqu'au bout, passez les sélections, on vous subventionne pour que vous puissiez développer votre idée. J'encourage vraiment les immigrants noirs à faire ça. Amen. Les femmes à faire ça. Oui, beaucoup les femmes, c'est ça. Les femmes qui réfléchissent, qui s'ennuient, il y a de quoi travailler. On prend des crédits pour étudier pour rien, alors qu'on peut se lancer en entrepreneuriat en apprenant avec cette expérimentation de 3 ans. Et puis, on est aussi accompagné par un mentor qui est comme notre subsidiaire. L'État te donne les sous, mais comme tu es un nouveau groupe, il a besoin que notre mentor, c'est nous-mêmes qui devons choisir notre mentor. Et nous, on est accompagné par Connectu Canada. Par Connectu Canada, c'est lui qui est notre mentor. Et puis aussi, avec les conditions des fonds de Trillium, on est évalué. Chaque année, on a 2 évaluations. C'est la Commission des étudiants du Canada qui nous évalue. Pour voir si notre programme a un impact et tout ça. Donc, il y a tout cet encadrement. En fait, je vais vous dire de ne pas avoir peur. Si vous vous lancez en entrepreneuriat, moi, je ne connaissais rien en entrepreneuriat au Canada, je vous le dis. Je suis assis, j'ai écrit, j'ai suivi les étapes. C'est comme quand on va dans les écoles ici, tu t'inscris, et puis tu as ton portail, je suis en dit, expliquez-nous votre projet là. Quel est l'impact? En 200 mots, j'écris. Expliquez-nous votre nom en 200. Comme je dis, je suis prête à me prêter pour ceux qui veulent être outillés Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes au Canada, en tout cas, vous allez avoir les informations de Afia pour tous bientôt. Dès que vous allez regarder, je vais mettre les liens dans le contact. Je vais mettre les liens. Et comme je dis, nos 12 ateliers, nos 12 thèmes, le premier thème, c'est le ministère ou bien le système de santé de l'Ontario. Qu'est-ce que c'est? On vous parle de ça, on vous présente tout l'organigramme du système de santé comme c'est fait. Le deuxième thème, c'est les services de santé en français. J'avais insisté pour dire qu'on a 2 langues officielles au Canada. Normalement, tous les grands services juridiques, services médicaux, tout l'école, tout ça, on doit les avoir dans les 2 langues. Absolument. Tous les programmes doivent se faire dans les 2 langues. Effectivement, dans la politique du Canada, le service de santé doit être exigé en français. Donc, on vous parle de ça pour vous encourager, quand vous allez à l'hôpital, de ne pas avoir peur de dire mon anglais, là, tu n'as pas besoin de ton anglais. Dis au médecin que moi, je parle français, j'ai besoin de parler en français. Et puis, on t'envoie soit un interprète ou bien ce qu'il faut. Le 3e thème, c'est comprendre le système de santé de l'Ontario. Et ça, ce thème-là, c'est très important.
quand on fait cet atelier-là, on le fait comparativement à notre système de santé du pays. Parce que tel qu'on va au pays, et puis ici, c'est un peu différent. Ce qui fait que les gens viennent, quelqu'un dans des médecins de famille, mais ils sont là, ils savaient pas quoi ils vont dire, mon médecin de famille ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas, c'est pas lui qui doit t'appeler. Ah non, c'est pas eux, hein. C'est pas eux. C'est toi qui dois lui envoyer des besoins. Donc, tu vois comment c'est intéressant de suivre nos ateliers. Parce que ça va vous permettre de comprendre et puis de lever les voiles sur des choses que vous ne savez pas. Moi, je vais venir en suivre en tout cas. L'atelier 4, ça parle des médecins de famille et puis des médicaments. Comment on fait pour avoir un médecin de famille au Canada ici? Et comment on fait pour avoir des médicaments? Parce que ce qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Moi, je suis de Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens viennent, ils sont hypertendus, ils sont diabétiques. Ils ont des maladies chroniques. Même ils sont au Canada depuis 5-10 ans. Ils continuent d'envoyer leurs médicaments depuis l'Afrique. Même les personnes drépanocytaires aussi. Il y a les personnes drépanocytaires, oui. C'était une erreur. Parce qu'ils ne savent pas ce que le système de santé offre. Pour des maladies chroniques au Canada, tel que leur système de santé est organisé, pour tout ce qui est maladie chronique, c'est-à-dire diabète, tension, ASTEA, VIH, et puis certains cancers, et puis certaines pathologies, il faut s'inscrire dans les programmes. C'est-à-dire que si tu es hypertendu, nous, on vous aide à vous inscrire dans les programmes. Il y a des programmes pour des tensions, il y a des programmes pour le diabète. Quand tu es inscrit dans les programmes, en ce moment-là, tu reçois tout. Parce que pour avoir les médicaments, on s'inscrit sur des listes de pharmacies qu'on appelle trillium de pharmacies. D'accord. Si on te donne ces informations que tu inscris, ton médicament de tension, on va te le donner. Si tu n'as pas les moyens de payer, tu l'auras gratuitement parce que tu seras inscrit. Mais si tu n'as pas ces informations, tu as toujours demandé que tes enfants, que tes choses envoient. Donc, voilà l'importance de venir aux informations. Vraiment, surtout la communauté immigrante, on a besoin, il faut jouir quand même de l'immigration choisie qu'on a fait et ne pas être en vie. Et donc, l'atelier 5, c'est sur les soins de santé en Ontario. On vous parle des urgences de santé. On dit, ici, là, c'est urgence, mais quand on s'en va là, mais c'est pas urgent. On peut faire 8h, 10h, est-ce qu'on va pas mourir? On va vous faire comprendre pourquoi on fait 8h, 10h. Et puis, c'est pas dans tous les cas. Et puis, on vous parle des accidents de travail aussi. Ici, c'est facile qu'on puisse avoir des accidents. On est dans un climat, tu te lèves le matin, le sol gris, si tu dis que tu es tombé, ton pied est cassé, la neige. Tu vas revenir à la maison, tu ne sais pas quelle est la procédure. Et puis, finalement, comme tu n'es même pas informé, c'est toi-même qui as du tort, alors que tu devais être bien. Comment est-ce qu'on utilise le 911, tout ça là, nous, on va vous parler de ça. Et puis, l'atelier 6, c'est les cas. On fait des cas cliniques, on a des cas cliniques pour nous permettre de réviser au milieu de l'atelier là. Est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'on a fait? C'est très intéressant. Après l'atelier 7, c'est sur la prévention. On va vous parler de la prévention, des vaccinations, des trucs de cancer. Vous voyez, quand vous venez, service Ontario vous envoie des lettres, si des lettres, allez faire test par d'autres regards. Et puis pour les hommes là, allez faire la des selles, faire un examen de selles et puis envoyer. Et les hommes, ils réalisent ça, c'est pas, et puis ils mettent dans la poubelle. Quand ça vient dans leur poste, ou bien on dit de faire les dosages du PSA. On suit le cancer de la prostate, on suit le cancer du col chez les hommes à partir de 40 ans. Au niveau de la femme, on suit le cancer du col. C'est pas comme dans nos pays où nous, dans nos pays, les médecins, on avait se battre pour qu'on ait des services de prévention qui regardent, qu'on examine des femmes, qu'on fasse des mammographies. Ici, c'est versé, mais quand on nous envoie, on est tellement préoccupés à aller chercher des douleurs que même après, on regarde ces douleurs et puis on ne se prête. Donc, on veut vous parler de la prévention. Et puis, l'atelier 8 nous parle des maladies chroniques. Comme on dit, il y a des programmes qui sont disponibles. Les maladies chroniques, c'est-à-dire on a tension, on a diabète. Nos enfants avec des handicaps. On vous parle de tout ça. Et puis, dans tous les cas, on vous donne des ressources. Et puis, l'atelier 9, ça nous parle des autres enjeux de la santé et des ressources. Parce que les autres enjeux de la santé, ici, là, il y a la drogue qui est légalisée. Ici, là, il y a l'alcool qui est baissé. Ici, là, il y a le tabac. Comment est-ce qu'on réduit tout ça? Est-ce que vous savez? On vous parle de ça. Et puis l'atelier 10, on va vous parler de l'infection des IST, des maladies sexuellement transmissibles. Et puis on insiste sur le VIH. Le VIH, c'est une maladie chronique. C'est vrai que c'est pas une maladie. Les maladies chroniques, c'est pas infectieux, mais le VIH, donc il y a un programme à part. Il y a tous les médicaments, il y a même les meilleurs médicaments. Mais si tu ne sais pas, et que tu as ça, ou bien un proche a ça, tu es assis dans ton coin, tu dis, c'est honte. Est-ce que ici, là même, on peut parler de ça alors que tout est versé, tu as toute l'information.
Donc, on vous donne ces informations. Et puis, l'atelier 11, j'aime bien l'atelier 11 qui nous parle de la santé mentale. Ça, c'est le vrai sujet même. Alors qu'on est sous pression de tout ça. Oh là là. Dans notre atelier 11, là, débat tout ce qui est santé mentale. Et puis, donne des ressources par ville, par tout. Il y a tout ici. C'est ça, parce que chez nous, on pense que santé mentale, là, c'est qu'on est devenu fou. Non, mais même, docteur, c'est sans vouloir vous interrompre, quand je disais tout à l'heure que il y a des étudiants qui tombent ou bien qui meurent, mais il n'y a pas que la mort, ils ont des maladies mentales, il y a des personnes qui commencent un doctorat, mais qui finissent, ils sont plus bien dans la tête. Il y a et vraiment, au niveau surtout des femmes seules, les femmes célibataires, longtemps là, il y a beaucoup de crises d'angoisse, il y a beaucoup de maladies de santé mentale qui sont en jeu. Elles ont vraiment des handicaps, souvent qu'elles cachent, qu'elles ne disent pas, mais c'est dans la tête. Et justement, tout ce qui se passe dans la tête empêche même l'ouverture vers le monde, vers l'ouverture vers d'autres choses. Et c'est vraiment important que justement un médecin comme vous en parle, parce que la santé mentale, on ne le sent pas quand on est en Afrique. Ça, c'est vrai. Mais on va le ressentir vraiment quand on est ici. La santé mentale partout, oui. Mais l'Afrique, nos systèmes font que c'est amoindri. Les santé mentales sont différentes ici. Et puis c'est plus amoindri. Ici, nous tous sommes bien seuls. Comme je dis, moi je suis ici au Canada. Les seuls parents que j'ai, c'est mon mari et puis mes enfants. Et je pense que pour bon nombre d'immigrants, c'est comme ça. Certains même, ils sont seuls. Le couple, un est dans le pays, l'autre est ici avec des enfants. Et la pression ici, la pression dans tout. Même envoyer des enfants tous les matins les réveiller, puis prendre qu'à porter combien d'habits pendant l'hiver, tout ça là, c'est des pressions. La pression ici fait que si on ne nous parle pas de santé mentale, c'est que vraiment on ne peut pas. Nous tous, on est sujets à la santé mentale. On est tous exposés. Peut-être que chacun gère, puis essaie de gérer d'un moment à l'autre. Comment? Mais il faut qu'on vous parle de ça. C'est pas un sujet tabou. C'est pas que dire non. Bien au contraire. Si on vous parle de ça, ça vous permet d'aider les voisins, ça vous permet d'aider dans la communauté, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prévenir. Moi, j'en parle de pas mal. Moi, j'en parle un peu, je survole, mais moi, je suis pas médecin. Il y a des choses que je peux pas dire. Je suis pas exactement. Et le monsieur là, il s'est suicidé. Et le monsieur là, il a tué ses enfants. Mais tout ce qui fait, toutes ces pressions-là, qu'on pouvait gérer, personne ne l'a accompagné. Donc, il faut promouvoir ça. Nous, on parle de la santé mentale parce que, généralement, aussi, des Noirs, ils aiment mettre des tabous là où on n'a pas. Et ici, là, si je dis que je déprime, je peux même pas me lever pour dire ici, là, la fatigue, nous tous, on fait l'expérience de la santé mentale. Donc, il faut prendre des ressources. Et l'atelier 12, le dernier atelier, parle des aspects juridiques en santé. Vous voyez qu'ici, partout, vous allez partir, on vous demande consentement. Encore plus à l'hôpital. Tu dois signer ici. On doit te prescrire sans consentement. Et puis, quand tu vas à l'hôpital et puis tu as quelqu'un qui ne sait pas parler ou bien qui est dans le coma, si c'est ton mari, c'est toi qui dois signer pour consentement. Pourquoi on signe consentement? Qu'est-ce qu'on doit désigner? Il faut comprendre ça. L'aspect juridique, il y en a au niveau de la santé. Ça, c'est le 12e atelier. Vraiment, on s'est dit, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on peut aborder, mais on s'est dit que pour l'essentiel, c'est pas mal. Ces 12 ateliers, déjà, vous êtes outillés. C'est ce c'est notre objectif. Vous êtes outillés, vous comprenez le système dans lequel vous êtes. Exactement. Donc, moi, j'invite vraiment tout le monde à contacter Afia. Je vais laisser les informations. Vous allez vous rendre sur le lien et inscrivez-vous à ces ateliers. Même moi, je vais participer parce que nul n'est à l'abri. Il faut au moins être prévenu et c'est mieux que guéri. Il faut vraiment. Je t'ai envoyé le formulaire d'inscription. Je crois que tu as ça sur ton. Parfait. WhatsApp. OK. Donc, moi, j'ai une question, docteur. J'ai une question, s'il vous plaît, parce que là, on va approcher vers la fin. Le sujet est vaste, on peut pas finir. Pour suivre le reste, ça, allez vous rendre à l'atelier de Afia et puis vous allez poser vos questions au docteur Aboké. Donc, moi, j'ai une question, docteur, parce que vous êtes, là, on est sur, nous, on parle beaucoup des femmes qui sont seules, célibataires ou veuves, avec ou pas d'enfants dans nos milieux. Et vous savez que ce genre de femmes-là, et même des femmes qui sont mariées, mais qui sont pas encore avec leur mari, et elles vont travailler de longues heures. Qu'est-ce que vous recommandez à cette partie de la société? Merci beaucoup, c'est très pertinent parce que moi-même, je suis femme. Moi, je suis médecin, je suis venue. C'est vrai, il y a des professions que je peux faire, ou bien être
PSW, ça fait très bien. Les infirmiers du Canada m'ont bien envié, mais quand moi je me regarde, avec ma question, quand je suis venue, j'avais des enfants à bas âge. Oui. Un de 5 ans, un de 18 mois, et puis un an après que je suis arrivée, je suis tombée enceinte. Okay. Donc, j'étais dans les couches. Quand j'ai réfléchi avec mon mari, moi-même d'abord, mais quand j'ai réfléchi, parce que c'est déjà un surcharge dans mon assiette, il y avait beaucoup de choses. Ouais. Gérer toute ma maison. Je donne mon cas pour faire comprendre un peu aux femmes que gérer toute ma maison. Ouais. Parce que le mari doit aller chercher de l'argent, il doit aller aux études. Ici, là, tout ce qu'on fait, c'est 100%. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait et qu'on se met à moitié, sinon tu ne réussis pas. Donc, si lui, il est concentré 100%, on est dans un couple, il est concentré 100%, conseil que je peux donner, la femme n'a pas à se concentrer. Parce que quand on dit aussi, à cause des dollars, il a fait des bourses, ma papa va quitter, maman va aussi, je regarde, on est en danger. C'est vrai que Dieu nous protège, mais nous-mêmes, ouvrons les yeux. Donc, par rapport aux études, moi, je suis femme au foyer. J'aime bien dire, c'est ma deuxième profession, mais ça me plaît de le faire. Ça me plaît de le faire. Ouais. Je suis femme au foyer au Canada et j'aime ce métier. Ouais. Parce que on interroge tous les immigrants. Oui, je suis venue pour l'avenir de mes enfants. Mais quand on arrive ici, papa travaille, maman travaille, les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est eux-là qu'on trouve dans les prisons. On trouve en train d'être addictés dans l'alcool, dans la drogue, tout est drogue. Okay. Mais parce que papa est allé chercher l'argent, maman est allée chercher l'argent. Et les enfants, même pour lesquels on est venu, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, je nous conseille, surtout aux femmes, d'être vraiment femme au foyer d'abord. Et puis, chacun regarde sa réalité. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu merci, avec, depuis la COVID, le travail a fait en ligne. Le télétravail est oui, ça, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction, je te dis. Moi, je travaille de la maison pour mon projet. Je suis la coordinatrice. Je travaille de la maison, je suis payée. Donc, vraiment, ayons pitié de nous-mêmes et puis sachons raison garder. C'est pas tant tu dépasses ou bien on voit, et les autres avancent, chacun a son histoire, chacun a son assiette devant lui. Mettez les priorités là où il faut mettre des priorités. Notre santé est d'abord prioritaire. La santé de nos enfants, si on est venu avec nos enfants, est notre priorité. La santé de notre ménage est notre priorité. Après, on dit, les immigrants qui arrivent, ils divorcent, ils font tout ça. Mais tout ça, le nerf, c'est quoi? C'est l'argent. Tout le monde, personne ne veut rester pour c'est moi, il a la tu vas pas. C'est moi, je prépare, je fais les courses. Toi, tu fais rien. Tout ça. Donc, mettons de vraies priorités à nos vies. On va avoir une qualité de vie. Donc, chacun regarde dans son assiette, il y a quoi? Moi, j'ai des enfants qui sont petits. Je reste avec les enfants, je les accompagne. Parce que ici, là, c'est toi qui vas faire travailler tes enfants. C'est toi qui vas soutenir l'enseignant. Tu dois aller aux réunions. Tu dois accompagner l'enfant dans tout. Si tu t'en vas travailler, les réunions des parents d'élèves, on ne te voit jamais. Ton enfant, mais quand tu viens, tu es fatigué. Tu ne le regardes pas. Tu ne sais même pas ce qu'il étudie. Non, c'est bien de brosser ce tableau-là parce que c'est important. Si tu regardes tout ça, est-ce que tu gagnes? Donc, tu es venu en immigration, pourquoi? À la fin, tu te retrouves, tous tes enfants sont drogués. Il y a eu de malheureuses expériences comme ça. Tous tes enfants sont hors, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas été encadrés, mais parce que toi, tu n'étais pas là, tu cherchais des dollars. Or, si tu sais raison garder, on fait les choses étape par étape. Les enfants là, ils auront leur autonomie, ils vont grandir, ils se seront accompagnés parce que tu es stressé, les enfants sont stressés. Nous, on dit en tant que parents, on pense que c'est nous qui sommes stressés, mais eux, ils sont stressés, les plus jeunes aussi. Ils ont des intimidations, ils ont plein de choses, mais maman n'est pas là. Papa n'est pas là pour qu'ils puissent parler de tous les choses qui sont là. Vous voyez que c'est toute la cellule familiale. Or, nous, Africains, on sait valoriser la famille. C'est toute la famille qui s'en va. Oui, mais c'est important de garder la stabilité familiale. Voilà. L'immigration qu'on a fait là, c'est à quel but? Donc, moi, franchement, un conseil, je suis femme moi-même que je donne aux femmes. Parce que, des fois, quand tu agis, certains se disent, ou bien les gens qui disent, elle est devenue, son niveau, elle est médecin, elle récupère tout pour son mari. Elle ne peut pas aller chercher l'argent, elle ne peut pas, des gens vont raconter. Mais tu es toi-même. Tu es toi. Et puis, tes valeurs que tu tiens à cœur, tes priorités. Moi, ma priorité, c'est ma famille, c'est ma santé. J'ai mon deuxième qui est autiste. Pas des moindres.
tu vas à l'école, on va t'appeler. Maintenant, avec le suivi, c'est bon. Mais dans les débuts, avec tout ça là, tu vas aller faire. Je sais, ça démontrer quoi. Je suis médecin, je suis valeureux, je peux faire beaucoup de choses. Donc, mettons les priorités là, il faut. Exact. Veillons à notre santé. Comme je disais, les médecins, les infirmiers, les PSW, les préposés sont très bien payés. Est-ce que vous vous êtes assis pour voir leur chiffre de travail? Ici, un infirmier, quand il va travailler, il a les chiffres dans la journée. Et puis, il a les temps de garde. De nuit, ouais. Les heures de travail, ils n'ont pas de vie. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez 12 heures. Et si vous allez au travail 8 heures, je vous ai déjà dit que 8 heures, il y a une de mes filles qui devait faire sa maîtrise à l'Université d'Ottawa. Elle s'inscrit dans un programme pour les femmes là. Et puis, au niveau de la maîtrise, c'était elle qui fait des panels. Elle avait un thème qui était très intéressant. Grâce à sa tante, elles m'ont contacté pour que je puisse animer le panel. Conciliation, vie de famille, et puis femmes qui travaillent dans le domaine de la santé. Wow. Ça fait pitié. On était deux panélistes. J'étais moi le médecin, et puis il y avait une dame, elle venait de Montréal, elle est commissaire. Elle est commissaire. Mais je te dis, ça faisait pitié quand on dépeint. Les professionnels de la santé, oui, on gagne beaucoup. Les infirmiers comme ça, je vous dis, vous, tous les autres corps, vous allez travailler 8 heures. Et je vous dis, au Canada, on ne triche pas. Les 8 heures, c'est vraiment 8 heures. Quand tu es ici, là, tu as l'impression que l'heure ne passe pas quand tu es dans le milieu du travail. Ah ouais, pour les infirmiers, c'est 12 heures. Le chiffre de travail, c'est 12 heures. Tu travailles 12 heures. Et puis, tu dois, 2 jours après, tu dois faire des gardes. Tu te reposes 2 jours et puis tu vas travailler. Ouais. Imaginez une maman comme moi, avec des enfants petits. Je suis infirmière. La plupart des blancs, là, quand vous les voyez, sont infirmières. C'est comme chez nous, comme on était étudiant, on n'est pas encore marié, on est jeune, tu n'as pas enfant, c'est ton copain, si tu veux. Ça va. Mais nous, on vient en immigration, et puis je me convertis, je suis infirmière. Mon chiffre de travail, tu penses que ça va changer? Non. C'est les gens, médecins et autres, qui peuvent être infirmiers praticiens. Moi, j'ai des collègues avec qui je fais le projet, qui sont infirmiers praticiens. Ils sont hommes. La femme est là, elle veille sur les enfants. Ils vont travailler 12 heures, pendant que les autres travaillent 8 heures. Le lendemain de tes 12 heures, tu es de garde. La garde, là, c'est jusqu'à 8 heures. Quand tu sors, tu ne travailles pas. Le lendemain, tu ne travailles pas. Le troisième, tu fais les 12 heures. Les chiffres, quand tu regardes les chiffres, c'est vrai qu'en matière de gains financiers, c'est du pactole, comme on le dit. Ils sont très bien payés. Mais au prix de quoi? C'est ça. Mais ça, c'est une catégorie. Les proposés aux bénéficiaires, par exemple, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. En fait, même si c'était pas... Mais bon, docteur, on peut aussi parler des camionneuses ou bien des camionneurs qui font de longues heures. Oui. En fait, c'est véritablement ça. Exactement. Donc, mais moi, en dehors de ça, docteur, parce que là, on va aller vers la fin. Aujourd'hui, là, les gens vont même demander, je suis sûre que d'habitude, quand je fais 1 heure de conversation, d'émission, les gens ne vont pas toujours à la fin. Mais cette fois-ci, là, je suis certaine que les gens vont suivre jusqu'à la fin. Donc là, je voulais, en fait, aussi avoir un conseil pour des femmes qui sont seules avec des enfants ou pas, mais qui sont quand même sous le coup et puis qui ont immigré seules. Moi, j'ai vécu ça, hein. Moi, j'ai vécu l'immigration seule. Il n'y avait ni parents, ni tantes, ni oncles, ni amis. Et puis, vous savez qu'on arrive à 22 ans et que vous croyez que vous avez des amis. À partir de 22 ans, on n'a plus de vrais amis. Donc, j'ai vécu vraiment ça. J'ai vécu ce qu'on appelle les angoisses, les crises d'angoisse. J'ai vécu vraiment tout le package d'émotions qu'on peut imaginer. Donc, moi, je voulais aussi avoir votre conseil pour la santé de ces femmes-là. Parce que souvent, on oublie notre santé. Moi, ça m'est arrivé de faire, par exemple, beaucoup de sport. Mais si je vous avais connu, croyez-moi, je serais abonnée à FIA. Ça, c'est sûr. Parce que la santé n'a pas de prix. Et moi, je faisais des heures de travail. Moi, j'ai étudié et j'ai travaillé à la fois. En plus de d'autres choses. Donc, je vais pas être, mais je vais avoir votre opinion pour ce genre de femmes, en fait, aussi. Moi, pour ce genre de femmes-là, le conseil que je voudrais leur donner, en ménageant leur santé et puis en reconnaissant qu'elles sont seules dans le périple de l'immigration, de mettre vraiment pas la terre, de privilégier de faire ressortir leurs talents. Oh, ça c'est un bon conseil. Parce que les talents, on a des talents. Oui. C'est-à-dire qu'on est venu en immigration,
Des fois, on s'emballe et puis on oublie les talents qu'on ne pouvait pas développer autant dans nos pays. Parce que dans nos pays, c'est un peu classique. On étudie pour avoir plus, il faut aller au bout et puis il faut respirer. C'est ça. Dans les contextes de l'Amérique du Nord comme de l'Europe, c'est pas comme ça. Il y a des talents pour lesquels on n'a pas besoin d'étudier beaucoup, ou bien pour lesquels on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. On n'est pas obligé. Et puis surtout quand on vient en immigration, on a déjà un acquis, on a déjà un background. Quelqu'un qui a déjà la terminale, il a passé le high school, comme ils disent ici, il a une base. Il peut faire, il a une base, il peut faire beaucoup de choses. Donc moi ici, pour ces gens de femmes, privilégiez vraiment vos talents. Et on en a. On n'a pas de coiffeur typique à nous, on n'a pas de tresseuse typique à nous. Pour les Africains, on n'a pas de personnes pour nous habiller. Pas du même tout. pour nous rendre belles. Moi, je me rappelle au dernier, depuis qu'on était venu, pour que tu puisses avoir des tresses. Moi, je n'aime pas me tresser, je n'aime pas les tissages, j'aime être naturel. Mais ici, dans le contexte d'immigration, c'est difficile. Tu baisses tes cheveux comme ça, il faut les entretenir, ça demande des dollars et autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de se rattraper avec des tresses. Les tresses, au moins, ça peut te faire 2 mois, ça te permet d'économiser. Oui, bien sûr. Ou bien de mettre les tissages. Quand toutes nos soeurs, toutes les dames qui savent s'y mettre en tresse, moi, je sais qu'il y a d'autres qui savaient tresser comme ça, de façon banale, mais qui n'étaient pas spécifiques. Mais quand ils se sont mis à pouvoir exercer ce talent-là, elles vont développer le talent. Elles sont devenues des experts. Parce que quand il y a les temps de fête, comme on vient de... On est obligé de se mettre sur les attentes dans les villes. En tout cas, docteur, je peux vous garantir que si je vous avais connu, vraiment, je serais abonnée sur Scotché. Donc, vraiment, avis aux jeunes filles. Non, moi, c'est ça ma promotion. En fait, c'est-à-dire, à un moment donné, docteur, moi, je me suis assise, je me suis dit, mais personne ne réfléchissait pour des personnes comme ça, des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de ressources, qui sont en immigration. Personne ne parlait, personne ne te conseille. Tu vis et puis tu subis et puis c'est tout. Donc moi, je me suis assise, j'ai dit, il faut que quand même ce que j'ai appris, je partage aux plus jeunes pour que les jeunes filles ne retombent pas. Et j'ai vraiment à cœur la sécurité, le bien-être des femmes en général, mais beaucoup pour ces personnes qui sont seules. Vraiment, c'est-à-dire, c'était vraiment tellement spécial que je me suis assise, j'ai dit, il faut que je crée ce canal-là pour parler aux gens. Donc, je suis sûre qu'une femme va comprendre parce que vous avez raison. C'est moi aussi, je me rappelle d'avant. Moi, avant là. Si j'avais cherché à utiliser plutôt mes talents et Dieu seul sait combien de fois j'en avais, et c'est sûr que j'aurais progressé d'une manière ou d'une autre. J'aurais eu moins d'impact, déjà financier et j'aurais eu moins de limitations en général. Donc, on rencontre plus de gens quand on fait de l'entrepreneuriat. Alors que quand vous allez à l'université, vous pouvez aller à l'université et ne rencontrer personne. C'est ça. Donc, vraiment, docteur, moi, je vous remercie. Je vais vous laisser vous dire le mot de fin, mais je vous remercie parce que c'est avec beaucoup d'humilité que ce docteur a accepté mon interview et on ne se connaissait vraiment pas, mais son ONG ou je vais dire plutôt son entreprise, carrément son entreprise sociale, c'est comme ça s'appelle entreprise à économie sociale, est vraiment c'est-à-dire, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que la santé avant tout. Donc, vraiment, mesdames, messieurs, allez à IFIA, allez vous renseigner, parce que moi, j'aurais aimé avoir ce suivi-là, j'aurais aimé avoir ce soutien-là. Donc, ce n'est pas que pour les plus âgés, ce n'est pas pour les moins âgés, ce n'est pas pour les enfants seulement, c'est pour tout le monde, la famille entière, toute la société est concernée. Il faut vraiment pas lâcher le morceau. Allez bombarder le docteur de questions et suivez les ateliers. Donc, je vais vous laisser. Est-ce que vous avez un mot de fin pour les auditeurs, s'il vous plaît? En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'étais très contente de pouvoir faire cette interview. Et comme tu l'as dit, dans l'entrepreneuriat, on se fait beaucoup de réseautage. Ici, dans les pays d'immigration comme on est, le réseautage est très important. Oui, ça nous permet de savoir qu'on n'est pas seul et puis on a de nouvelles informations. Moi aussi, j'étais très fière de vous voir présenter votre entreprise sur les foulards particuliers. Merci. Je profite pour vous dire merci pour ces talents-là. Et comme je dis, on a tellement de talents. Ouais, j'avais ma petite compagnie de mon agence, ma petite entreprise. C'est une entreprise, hein, vous savez.
Mais c'est vrai que je fais un peu de radiodiffusion, mais c'est une entreprise qui veut former et accompagner les jeunes femmes, surtout qui viennent d'arriver. C'est pas évident. Et justement, on va commencer une série de conférences bientôt. On peut tellement bien faire. Et quand on va aux connexions, on va se renseigner. Ne restez pas timorés dans votre coin. Pas du tout. Quand vous apprenez qu'il y a des webinaires, vous apprenez qu'il y a des centres de newcomers, il y a des choses, renseignez-vous, demandez, sortez. Et où on peut avoir les informations, c'est quand on assiste au webinaire, vous voyez d'autres personnes, vous posez des questions. Et puis vous rencontrez des gens. Moi aussi, c'était au cours d'un webinaire, d'un atelier de femmes que j'ai rencontré. Je vous ai rencontré et puis tout de suite, oui, j'ai été très touchée pour tout ce que vous faites, c'est valorisant. Ouais. En fait, c'est ça, c'est valorisant. Faisons des choses qui soient valorisantes. Absolument. Et Action pour tous est là, au service de tous, parce que nous voulons que tous les immigrants francophones soient en très bonne santé. Absolument. N'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de visiter nos comptes Facebook. C'est ça, vous êtes sur Facebook, hein? Le docteur est sur Facebook et puis vous pouvez la contacter après sur WhatsApp, mais je vais vous communiquer les informations. Je vais vous donner le site, le formulaire d'inscription. Dès que vous vous inscrivez, vous renseignez où on vous a dans notre répertoire. D'accord. Ok. Nous sommes ouverts. Merci vraiment, docteur. Vraiment, merci infiniment. En tout cas, en plus, vous avez offert d'accompagner ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Je veux vraiment dire merci à ce docteur parce que vraiment, elle est vraiment géniale et vous avez tout intérêt à participer. Puis, elle nous a accordé une interview. Pourtant, elle est en train de s'occuper de ses enfants. Donc, vraiment, mais ça, c'est le vrai contexte des femmes. Ce n'est pas c'est pas du cinéma, là. Ce n'est pas Instagram. Ce n'est vraiment pas du Facebook, c'est la réalité. Une femme peut travailler, avoir des enfants et avoir une vie de famille aussi. Mais il faut bien orienter ses priorités, comme le docteur l'a dit. Moi, je vais remercier tout le monde. Vous souhaitez vraiment un bon moment. Merci d'être resté en notre compagnie et à très bientôt pour d'autres émissions. Au revoir. Merci, au revoir.